C'est l'histoire des snakeheads, des criminels sans remords prêts à réduire en esclavage des milliers de migrants venus chercher une vie meilleure aux États-Unis. Ces trafiquants d'êtres humains mettent en place un véritable réseau de bateaux clandestins passant par la Chine et la Thaïlande avant de débarquer sur les côtes américaines. La police et Interpol parviendront-ils à démanteler cette organisation planétaire ? Vous écoutez Interpol, un aller sans retour, première partie. Les ports obscurs de la côte est des États-Unis accueillent une version pervertie du rêve américain. Des émigrants venant de Chine, introduits illégalement dans le pays, vendent leur vie à des gangsters chinois, montant annuel de ces opérations illicites 3 milliards de dollars. Les contrebandiers utilisent de nombreuses routes, mais leur destination finale est la ville de New York et sa communauté chinoise florissante. Cette entreprise criminelle s'étend depuis la Chine, base fertile de son activité. En 1989, la répression de la place Tiananmen a porté un sérieux coup aux libertés individuelles et déclenché une émigration massive de la population chinoise vers Hong Kong, alors sous contrôle britannique. Chaque jour, les autorités de Hong Kong parquent des centaines de clandestins dans des camps avant de les expulser vers la Chine. Un second flux migratoire commence vers la fin des années 90, à l'approche de la date officielle de restitution de Hong Kong à la République de Chine. Des milliers de citoyens chinois, en quête d'une nouvelle vie en Occident, s'en remettent aux mains des contrebandiers, ceux qu'on appelle les snakeheads, ou têtes de serpent, nommés d'après un redoutable poisson carnivore. La plupart ignorent les dangers qui les attendent. Les migrants fondent tous leurs espoirs sur un aller simple vers la prospérité américaine. Une chose est sûre, la contrebande d'êtres humains est très lucrative. Au cours des 10 dernières années, l'agent d'Interpol Todd Bancroft, basé à Hong Kong, a assisté à l'explosion du trafic de personnes et au désespoir de ses victimes. Nos renseignements nous indiquent que les snakeheads, ou les cerveaux du crime organisé, font payer jusqu'à 36 000 € par tête. Et quand on considère qu'en Chine, la plupart des gens gagnent moins d'1 euro par jour, le chiffre paraît d'autant plus phénoménal. Les recruteurs n'ont aucune difficulté à trouver des villageois disposés à payer un prix excessif pour de maigres promesses. Mais l'opération nécessite la mise en place d'un réseau criminel complexe. Ils doivent disposer d'un pays source et de la possibilité d'identifier les personnes qu'ils vont transporter. Johnny Moff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Il faut une route permettant d'avoir accès aux frontières. Il faut ensuite disposer d'une destination et d'un endroit où cacher les personnes afin de rassembler l'argent pour la livraison. Les recruteurs promettent à leurs victimes qu'elles deviendront facilement riches en émigrant aux États-Unis. Ces personnes se bercent d'illusions avant de débarquer sur le sol américain. Stephen Wong effectue un reportage pour le journal chinois Xingtao. Elles s'imaginent qu'il est facile de gagner de l'argent, qu'elles pourront s'acheter une maison familiale avec un climatiseur dans chaque pièce, un grand garage pour remiser leurs 2 voitures, le bonheur en quelque sorte. Mais dès qu'ils ont posé le pied sur le sol américain, ils se retrouvent surendettés. Ils passent 7 années de misère à travailler pour rembourser les snakeheads. Si une immigrée ne parvient pas à rembourser son passage clandestin, les snakeheads s'en prennent à sa famille en Chine. Il suffit d'un simple coup de téléphone. Lorsque la personne est incapable de fournir la somme, la torture commence. Juste de quoi faire en sorte que les gens à l'autre bout du fil entendent les cris de la victime. Il arrive qu'un seul avertissement ne suffise pas. Mais les gangsters recommencent, extirpant le moindre dollar disponible.
Lorsqu'elle comprend que la personne est soumise à la torture ou qu'elle risque de se faire tuer, la famille qui ne dispose pas des fonds nécessaires emprunte de l'argent à qui elle peut. Elle sollicite les cousins, même éloignés, afin de rassembler les quelques milliers de dollars qui permettront de tirer la victime d'affaire. Ces gangs chinois utilisent la violence comme arme. Il s'agit généralement de crimes au sein d'une même communauté. Une fois que les clandestins franchissent leurs propres frontières et arrivent dans un pays étranger, ils perdent tout contact avec l'extérieur et deviennent dépendants de leurs ravisseurs. Les immigrants ne peuvent pas se rendre à la police parce que leur présence est illégale. Mais ils éprouvent également une défiance inhérente à l'égard des autorités. Malheureusement, on nous a appris à ne pas avoir confiance en la police, qu'elle était corrompue, qu'elle était malveillante. La police a donc beaucoup de mal à obtenir des renseignements de quelqu'un qui est victime ou témoin d'un crime. Les gangs le savent et en profitent outrageusement. Si une immigrée clandestine tente d'échapper à leur emprise, la sanction est immédiate et implacable. Les femmes sont victimes de harcèlement sexuel ou violées, parfois même par plusieurs individus du gang devant tout le monde. Un des nombreux gangs chinois de New York, le Fuqing, prétend être le plus actif dans le domaine de l'immigration clandestine. Les Snakeheads mènent leur affaire avec soin. Ils se servent de leur connexion avec le crime organisé en Chine et aux États-Unis pour introduire illégalement des centaines de milliers de clandestins par an. L'un des plus puissants snakeheads s'appelle Wang Youhui. Il organise des opérations de contrebande lucratives en négociant avec d'autres snakeheads. Wang prétend exercer les activités d'ouvrier du bâtiment et d'employé dans la restauration. Il dépend du gang Fuqing et de son chef âgé de 27 ans, Ah-Kei, un criminel qui a déjà été condamné pour extorsion. Ah-Kei a été expulsé en 1988, mais a rapidement regagné les États-Unis pour reprendre ses activités criminelles. Ah-Kei confie son sale boulot à son lieutenant Xin Dan-lin. Ce dernier, âgé de 30 ans, recourt à la violence et à la torture pour mettre à exécution les ordres de son patron. Derrière cette organisation se trouve la redoutable Cheng Chui Ping. On l'appelle Big Sister Ping ou Grande Sœur Ping. C'est elle qui finance toute l'opération. Le fruit de ses activités est estimé à 30 millions de dollars. Sister Ping parvient à exercer un pouvoir énorme sans jamais se salir les mains. Depuis plus de 10 ans, elle tient officiellement une boutique de souvenirs et un restaurant dans le Chinatown new-yorkais. Mais sa principale source de revenus est officieuse. Elle dirige un système illégal de transfert de fonds auquel font appel les immigrants pour envoyer de l'argent en Chine. Ce service est devenu si populaire que la Banque de Chine, organisme voisin mais réglementaire, est contrainte d'offrir des téléviseurs à ses nouveaux clients afin de pouvoir rivaliser. Cette immigrée clandestine de 43 ans a été illégalement introduite aux États-Unis en 1981. Quelque temps plus tard, Ping et son époux commencent à faire venir clandestinement d'énormes quantités de citoyens chinois. Pour certains, elle est une sainte qui aide les familles à se retrouver au sein de l'Amérique prospère. Pour d'autres, dont les services de police, elle n'est qu'une marchande d'esclaves. Les services de l'immigration américaine l'ont condamnée une fois pour contrebande. Elle a déjà passé 6 mois en prison. D'après les différentes sources d'informations que j'ai pu recueillir, je suis convaincu que cette contrebandière entretient des liens puissants avec le gang Fuqing, la pègre. Stephen Wong, reporter pour le journal Tsingtao. Sister Ping dispose des fonds, le gang Fuqing des moyens. Ensemble, ils opèrent à grande échelle.
Il prévoit de faire transiter près de 300 immigrés chinois. Bénéfice à la clé, plus de 9 millions de dollars. Sister Ping accepte de reverser une part conséquente des profits au chef du gang AK. Mais son bras droit, Xin Dangling, ne touchera que sa commission habituelle d'exécutant. Pour cette nouvelle opération, les contrebandiers affrètent un cargo délabré, le Golden Venture. Le navire lève l'ancre de Bangkok le 14 février 1993 et fait escale à Pattaya, en Thaïlande, où il embarque 90 passagers. 2 semaines plus tard, il arrive au Kenya, où 190 personnes montent à bord. Le cargo met ensuite le cap sur Boston. Plusieurs mois avant que le navire n'atteigne la côte est des États-Unis, Lin coince son patron et exige d'être mieux payé. Il menace de quitter le gang avec certains de ses membres si ce dernier ne cède pas à sa demande. Mais AK refuse, s'exposant à la confrontation. Zindan Lin voulait reprendre le contrôle du gang de AK. Bill Murray, ancien plaignant pour le compte du ministère public. Le Golden Venture devait arriver avec 300 immigrés clandestins à bord, à 36 000 € par tête. Faites le calcul. Celui qui contrôlerait les 300 personnes et la somme que cela représentait contrôlerait le gang. AK sait que son lieutenant rebelle, Lin, constitue désormais une menace avec laquelle il va devoir rapidement compter. Lin contacte Kim Sim Lee, son propre lieutenant à bord du cargo. Le moment est venu pour Lin de prendre le contrôle des affaires d'AK. Il ordonne à son bras droit de dérouter le navire et de mettre le cap sur New York où ses hommes pourront le décharger. Lee et Lin conviennent d'attendre que le Golden Venture se rapproche des côtes avant de passer à l'action. Le capitaine et son équipage ne se doutent de rien. Ils maintiennent leur cap pour décharger le cargo sur la côte du Massachusetts. Dans l'entrepont, les immigrants sont affaiblis par les mois de confinement forcé. Beaucoup souffrent de dysenterie et ont constamment le mal de mer. J'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas assez d'eau et qui a dû voler une bouteille. Quelqu'un lui a cassé le bras pour ça. Certaines femmes ont dû vendre leur corps contre de la nourriture. C'est horrible. AK apprend que Lin projette de s'emparer du Golden Venture. Fou de rage, il réagit instantanément et fait appel à un tueur à gages pour le supprimer. Une guerre interne est sur le point d'éclater au sein du gang Fuching. Celui qui l'emportera pour prendre le contrôle du gang héritera des vies des 300 passagers en souffrance sur l'Atlantique. Les conditions de vie sur le cargo sont sordides. Mais pour la plupart des passagers, ce pénible voyage est un maigre prix à payer en échange de la promesse de lendemains heureux. C'est essentiellement la survie qui motive les immigrants clandestins à quitter leur pays. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. Ils sont prêts à prendre des risques pour fuir des conditions de vie d'une pauvreté extrême ou une oppression des autorités. Ironiquement, leur sort ne fait qu'empirer à l'issue du voyage, car ils tombent dans l'esclavage. À New York, dans Chinatown, la bataille pour le contrôle de cette opération de contrebande se répand jusque dans la rue. AK, le chef du gang Fuching, a ordonné de faire abattre son lieutenant Xin Dangling pour avoir essayé de le doubler. Le tueur à gages embauché par AK élimine les 2 gardes du corps de Lin, mais ce dernier parvient à s'enfuir.
Ake sait que sa cible s'en est tirée. À présent, la guerre est ouverte au sein du gang Fukching. Craignant les représailles de Lin, Ake et ses frères se réunissent dans sa maison du New Jersey. Il leur donne des instructions pour décharger la cargaison du Golden Venture et quitte le pays. L'agent de police judiciaire Thomas Goldrick a enquêté sur les crimes du gang. Ake redoutait d'éventuelles représailles. Nous sommes convaincus qu'il est parti pour la Chine après les meurtres du mois de janvier, simplement parce que Xindan Lin en avait réchappé. L'escalade de la violence dans Chinatown attire l'attention des médias. Stephen Wong, reporter. Lorsque le San Francisco Chronicle m'a interrogé, j'ai déclaré que le trafic de personnes étrangères était l'activité la plus juteuse de la pègre en général. Le 28 avril 1993, le San Francisco Chronicle révèle l'histoire du trafic de personnes. Le nom de Sister Ping y est mentionné plusieurs fois. Cette activité criminelle, jusque-là peu médiatisée, fait subitement les gros titres. À quelques semaines de l'arrivée du Golden Venture, Sister Ping ne peut se permettre d'attirer l'attention des autorités sur une nouvelle cargaison d'immigrants clandestins. Le capitaine du cargo, un Indonésien nommé Amir Tobing, reçoit l'ordre d'attendre au large des côtes. Ce dernier accepte, bien qu'à bord, l'eau et les vivres aient atteint un seuil critique. Poursuivant son plan destiné à reprendre le pouvoir aux Snakeheads, Lin appelle Kin Sim Lee, son homme de main à bord du Golden Venture. Il lui demande d'ordonner au capitaine de faire route vers New York. Mais le capitaine Tobing refuse et son équipage refoule Lee hors du pont. Mais Kin Sim Lee n'a pas dit son dernier mot. Il réquisitionne 12 passagers chinois et les armes de revolver, de couteaux et même de bouts de bois. Il les oblige à prendre d'assaut le pont du Golden Venture. En quelques secondes, Kin Sim Lee et ses hommes prennent possession du navire. Il menotte le capitaine Tobing et le consigne dans ses quartiers. Kin Sim Lee prend le commandement et ordonne au second de mettre le cap sur les États-Unis. Il informe Lin que le Golden Venture sera au large de la côte new-yorkaise dans une semaine. Mais Lin doit d'abord régler une affaire en cours. Il doit tuer les hommes qui ont essayé de l'assassiner, Ake et ses frères. Il pourra ensuite prendre le contrôle du gang, du bateau et de sa cargaison humaine de 9 millions de dollars. Lin est certain qu'Ake et ses frères se cachent dans leur maison du New Jersey. Ils sont le dernier obstacle qui le sépare du pactole qui vogue en mer. Ils abattent tous les membres de la bande qui se trouvent à l'intérieur, y compris les frères d'Ake. Mais ce dernier reste introuvable. Il s'est enfui en Chine. Quelques minutes après le carnage, la police arrive sur les lieux. C'était un véritable carnage. Inspecteur Thomas Goldrick. Nous avons retrouvé un individu d'origine asiatique devant la porte d'entrée. Il avait reçu de nombreuses balles et plusieurs coups de couteau. À la cave, 2 autres hommes avaient été bâillonnés puis abattus. Un autre Asiatique a été retrouvé au coin de la rue, également criblé de balles. Il y avait plus de 400 pièces à conviction, des pistolets, une mitrailleuse, des couteaux de chasse, des couteaux scies, des menottes. Mais d'autres indices semblent indiquer que les meurtriers n'ont pas eu le temps d'effacer leurs traces. Nous avons retrouvé des bidons d'essence, car ils avaient prévu d'incendier la maison afin de détruire les indices qu'ils auraient pu laisser.
Vous écoutez Interpol, un aller sans retour, deuxième partie. Dans la banlieue paisible et huppée de Teaneck, dans le New Jersey, cette fusillade meurtrière a traumatisé les voisins. Des témoins donnent rapidement une description du fourgon des tueurs. La police communique le numéro de la plaque et le descriptif du véhicule à tous ses officiers. Des barrages routiers sont dressés autour du périmètre et chaque véhicule est contrôlé. Xindan Lin et ses hommes sont pris au piège. Les policiers approchent prudemment du fourgon. Ils remarquent immédiatement des traces de sang sur les vêtements. Ils ordonnent aux occupants de sortir du véhicule. Toi, sors du véhicule. Ferme la portière. À terre. À terre. Ils interrogent chaque suspect, mais aucun ne répond. La police arrête les membres du gang soupçonnés d'homicide. Le laboratoire criminel du New Jersey analyse les prélèvements de sang retrouvés sur les suspects. L'ADN coïncide avec celui des échantillons des victimes. La balistique confirme que les armes qui ont servi sont bien celles des individus appréhendés. Face à de telles preuves, les membres du gang sont inculpés d'homicide. Pourtant, les enquêteurs ne connaissent toujours pas le mobile. Quant aux suspects, ils refusent de parler. Mais les preuves accumulées suffisent aux policiers. Pendant ce temps, le Golden Venture approche des côtes de la ville de New York. Lee, le nouveau maître à bord, essaie en vain de joindre Lin par radio. En ce qui concerne le Golden Venture, le carnage de Teaneck a eu un impact profond. Bill Murray, ancien plaignant pour le compte du ministère public. Xindan Lin et ses hommes ont été arrêtés sur le pont George Washington un quart d'heure après la tuerie, laissant la branche est du gang Fuxing aux États-Unis privée de hiérarchie. Il n'y avait plus personne pour ordonner le déchargement du cargo et donner des instructions aux responsables du navire. Ake ayant regagné la Chine, Lin étant en prison et Sister Ping cherchant à se faire oublier, l'équipage et les passagers du Golden Venture naviguent le long des côtes 13 jours durant. L'eau et les vivres viennent à manquer. Puis, à l'aube du 6 juin, l'alarme retentit dans le poste des gardes-côtes de Brooklyn à New York. Il y avait du vent cette nuit-là, mais la visibilité était bonne. Ça ressemblait à un appel de détresse normal. L'officier garde-côte William Mundy est un des premiers sur les lieux. J'étais loin d'imaginer ce qui nous attendait avant de voir les gens sauter à l'eau depuis le navire. Là, nous avons compris que la situation était grave. À 200 mètres de la côte new-yorkaise, le Golden Venture s'échoue sur un banc de sable. Des dizaines de personnes escaladent le pont et se jettent dans une houle glaciale d'1,50 m. Il y avait des gens sur le pont, des gens dans l'eau. Nous nous sommes vite rendus compte qu'il devait s'agir d'une opération clandestine. Parce que les passagers se ruaient d'un côté du bateau et se jetaient à la mer sans même regarder en bas. Rien ne les arrêtait. Les turbines tournent encore à plein régime et les hélices du bateau lacèrent furieusement l'écume, mais en vain. La plupart des gens sautaient depuis l'avant du cargo, qui était plus proche de la plage. Ceux qui ont sauté depuis l'arrière ont été broyés par les hélices. Les hélicoptères des gardes-côtes et de la police survolent le navire, ordonnant aux passagers de rester à bord. Mais la panique gagne le cargo et les passagers, terrorisés, se jettent dans les eaux tumultueuses. Les pilotes des hélicoptères de la police et des gardes-côtes demandent de l'aide. Mais ils ne peuvent qu'assister impuissants à la scène de passagers pris de panique frénétique qui se jettent à la mer du haut du navire échoué. Les équipes de secours s'occupent des naufragés qui ont encore la force de regagner la côte. C'était la confusion totale. Stephen Wong,
reporter pour le journal Tsingtao. La plage était recouverte de corps, sans qu'on puisse déterminer s'ils étaient en vie ou non. Ce n'est que par la suite que le bilan a pu être dressé. En dépit des efforts des secouristes, la houle jette les corps contre les digues. 7 personnes trouvent la mort. Je voyais le groupe de rescapés grandir à vue d'œil. Au fur et à mesure que les forces de police arrivaient sur les lieux, de plus en plus de clandestins étaient évacués du navire et arrachés aux vagues. L'agent spécial Karen Pace est chargé de l'enquête sur le désastre pour le compte de l'INS, le service de l'immigration et de naturalisation. Avant de sauter à l'eau, la plupart des clandestins mettaient leurs maigres effets dans des sacs et se jetaient avec par-dessus bord. Mais la mer était si forte qu'ils n'avaient aucune chance de nager en tenant leurs sacs, qui ont fini par s'échouer sur le sable. Lorsque l'INS interroge les passagers, ils n'ont qu'un mot à la bouche, asile politique. Aucun ne fait mention de l'équipage ou des événements criminels qui ont eu lieu à bord. Manifestement, quelqu'un les a préparés à faire preuve d'amnésie collective. Quand je leur ai demandé qui était le contrebandier ou le passeur, ou si quelqu'un pouvait me renseigner, ils hésitaient. Ils marquaient un temps d'arrêt et essayaient de parler d'autre chose. Ils me répétaient qu'ils adoraient ce pays, qu'ils adoraient les États-Unis. L'INS arrête 276 personnes. Elles sont acheminées en bus près de la base militaire de Tilden pour y être enregistrées et interrogées. Afin de connaître toute l'histoire, les enquêteurs séparent l'équipage et les passagers. L'équipage était indonésien et birman. Ils avaient donc l'air un peu différents et n'étaient pas vêtus de la même façon. Ils étaient faciles à identifier. Une fois les membres de l'équipage isolés, les enquêteurs s'efforcent de déterminer celui qui est responsable de ce cargo de la mort. Nous leur avons demandé « Qui vous a autorisé à monter sur le pont? Aviez-vous le droit d'y être? Qui vous donnait l'autorisation de manger? S'il y avait une bagarre à bord, qui imposait la discipline? Y a-t-il eu des bagarres à bord ?» Un des membres d'équipage contrastait un peu avec les autres, parce qu'il n'était ni indonésien ni birman. Il prétendait n'être qu'un passager. Mais nous avions des doutes à son sujet, et nous avons fini par identifier cet individu comme étant Kim Sim Lee, qui était le chef des contrebandiers à bord du navire. Les trafiquants et les organisateurs, les cerveaux de l'opération qui étaient derrière cette entreprise de contrebande de personnes, n'étaient pas présents sur la plage le 6 juin. Ce sont eux que nous voulions identifier, arrêter et traduire en justice. 2 des snakeheads responsables de la cargaison, Big Sister Ping et son associé Wang Yui, apprennent les événements par les médias. Wang Yui disparaît dans le Chinatown new-yorkais. Big Sister Ping s'enfuit en Chine et se cache dans sa province natale du Fujian. Elle poursuit cependant ses opérations de contrebande à l'affût de la moindre occasion. L'INS délivre un mandat afin de fouiller le cargo. L'équipe de Pace passe le Golden Venture au peigne fin. Les conditions de vie à bord du navire étaient épouvantables. Lorsque vous voyez comment ces gens ont dû vivre pendant plusieurs mois, comment un être humain peut-il infliger cela à un autre? L'air de la cale est rempli d'une odeur nauséabonde d'urine et de vomi. Il n'y a qu'un seul sanitaire, très peu de nourriture et d'eau. Ils étaient brimés par leurs propres concitoyens. Les agents fouillent le Golden Venture et trouvent une piste. Un document qui ressemble à une liste de noms et de numéros de téléphone. La liste que nous avons découverte était en mauvais état. Elle était rédigée en chinois et comportait des numéros de téléphone et des extraits de calepins. Les enquêteurs envoient immédiatement les documents au laboratoire médico-légal.
Avant que l'INS ne puisse traduire les brouillons, il faut sécher les preuves et préserver leur état. Qu'a-t-il fait des passagers? Pace continue d'interroger le capitaine Tobing et l'équipage. Et l'histoire de la mutinerie de Lee prend forme. Le second du navire raconte ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont approchés des côtes. Les hommes de Lee ont prévenu les passagers que le cargo allait s'échouer délibérément. Ceux qui savaient nager devaient essayer de regagner la terre ferme à la nage. Les autres avaient reçu l'ordre d'attendre à bord que les Snakeheads viennent les chercher. Mais lorsque le Golden Venture s'est mis à grincer de toutes parts, les misérables passagers se sont rués vers la porte de la cale, vers ce qu'ils pensaient être la liberté. Lorsque le navire s'est échoué sur le banc de sable, tout le monde a été pris de panique. Pendant que Pace et son équipe démêlent l'histoire du Golden Venture, l'enquête continue sur la plage. Au bout de quelques jours, les autorités repêchent 3 nouveaux corps de l'eau, portant à 10 le nombre des victimes. Mais il manque toujours des passagers. Les enquêteurs commencent alors à reconstituer l'histoire. Nous enquêtions sur un homicide et sur un trafic illégal de clandestins. Nous voulions donc identifier les Snakeheads et les arrêter. Lorsque les experts légistes commencent à traduire les documents trouvés sur le cargo, ils donnent à l'agent Pace les noms de 19 Snakeheads, parmi lesquels figure celui de Wen Yu-wei. Son nom apparaissait sur une liste parmi d'autres noms. Nous l'avons comparé au registre de déchargement du transport maritime, ce qui nous a permis de découvrir un numéro de téléphone au nom de sa femme. La piste mène l'agent Pace et ses collègues à Chinatown. Les autorités connaissent enfin les noms des Snakeheads. Ake, Wen Yu-wei et Sister Ping. Ils étendent la recherche à l'international, faisant appel à Interpol pour trouver les criminels et les traduire en justice. Ake, le chef du gang Fung Ching, a quitté le pays. Interpol a demandé à ses antennes à travers le monde de le rechercher. À New York, l'étau se resserre autour des criminels impliqués dans l'affaire du Golden Venture. L'INS localise le snakehead Wen Yu-wei dans l'appartement de sa petite amie à Chinatown. En avril 1994, Karen Pace et son équipe surveillent la résidence. Nous guettions depuis plusieurs heures quand nous les avons vus entrer dans le bâtiment. Les agents de l'INS leur emboîtent le pas. INS, ouvrez la porte. Ils passent l'appartement au peigne fin, à la recherche de Wang, et interrogent sa petite amie. Wen Yu-wei, le puissant snakehead, se terre dans un placard. Les mains derrière le dos. Au cours de son interrogatoire, Wen Yu-wei donne à l'INS le nom d'un autre suspect, Cheng Chui-ping, également connu sous le nom de Sister Ping. Les autorités la connaissent déjà. Elle a purgé une peine de 6 mois d'emprisonnement pour trafic de personnes. Les agents de l'INS intensifient leurs recherches autour du cerveau des Snakeheads. Craignant les retombées liées au désastre du Golden Venture, Sister Ping a déjà quitté le pays. Interpol lance un avis de recherche international contre Sister Ping, prévenant les polices du monde entier qu'elle est recherchée pour trafic de personnes. Grâce à son casier judiciaire, les autorités disposent déjà de ses empreintes digitales et de sa photo. Mais elle est hors d'atteinte, à plus de 10 000 km de New York, dans sa ville natale de Chiang Mai, en Chine.
Elle se cache dans sa luxueuse pagode de 3 étages, financée grâce au profit de ses activités de contrebande. Sister Ping se protège en soudoyant les responsables locaux. Elle erre librement, mais reste intouchable. L'antenne d'Interpol à Hong Kong reçoit également un avis de recherche concernant A.K. La chance sourit aux autorités. Un indicateur leur apprend que A.K. vit confortablement dans l'ouest de la ville. A.K. est appréhendé sans opposer de résistance, puis extradé aux États-Unis. Ces conspirateurs purgent déjà leur peine. Wang Yui a été condamné à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable pour contrebande et homicide involontaire. Xin-Dan Lin a été condamné à vie pour meurtre et enlèvement. A.K. écope de 20 ans de réclusion pour racket. Mais Sister Ping, le gros poisson, court toujours. Au total, 22 personnes purgent une peine pour des crimes liés au désastre du Golden Venture. 10 passagers sont morts et 6 demeurent introuvables. Pour les près de 300 victimes des Snakeheads, la vie reste précaire. Moins de la moitié des passagers qui ont survécu au terrible voyage entre la Chine et New York sont restés aux États-Unis. Un grand nombre a passé plusieurs années en prison et plus d'une trentaine d'autres vivent dans l'attente, ne sachant pas s'ils seront renvoyés en Chine. Les lois relatives à l'immigration sont parfaitement justifiées. Mais pour autant, nous sommes des êtres humains. Et il y a une certaine part de compassion envers des gens qui se trouvent dans une situation où ils s'efforcent de survivre. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. C'est une équation délicate, mais elle doit être posée avec une certaine dose de compassion. La mort tragique de 10 immigrés clandestins à bord du cargo Golden Venture révèle au grand public l'existence de cette industrie clandestine lucrative que représente le trafic de personnes. L'affaire du Golden Venture a sonné l'alarme, mais l'alerte s'est tue presque aussi vite. Stephen Wong, reporter pour le journal Tsingtao. Les gens ne veulent pas voir ce qui se passe. Ils préfèrent fermer les yeux. La police internationale sait que Sister Ping trempe toujours dans les affaires. Elle voyage librement, utilisant 3 passeports différents et poursuit ses activités de contrebande. Mais Interpol n'abdique pas. 7 ans plus tard, en avril 2000, les agents découvrent l'identité du fils de Sister Ping sur la liste des passagers d'un vol entre Hong Kong et les États-Unis. La coopération internationale a joué un rôle très important. Todd Bancroft, agent d'Interpol. Les fonctionnaires américains, en collaboration avec leurs homologues de Hong Kong, ont réussi à localiser Sister Ping avec précision. Nous avons obtenu un mandat d'arrêt national pour l'appréhender et tout s'est enchaîné. 11 agents se rendent sur les lieux afin de coincer la cheville ouvrière du trafic de contrebande. Ils savent qu'il s'agit peut-être de leur unique chance de coincer Ping pendant qu'elle est vulnérable. La police locale inspecte l'aéroport de Hong Kong dans l'espoir de la repérer. Sister Ping possède 3 passeports, venant du Belize, de Hong Kong et des États-Unis. Elle prétend qu'il s'agit d'une erreur d'identité. Mais ses empreintes digitales la trahissent. La snakehead Sister Ping est enfin arrêtée. Encore faut-il prouver sa culpabilité au tribunal. Bien que Hong Kong ait été restitué à la Chine en 1997, le traité d'extradition signé avec les États-Unis reste en vigueur. Mon unité au sein d'Interpol était responsable de l'extradition de Chen Shui-Ping vers les États-Unis. C'était une dure à cuire, mais la justice a fini par l'emporter et elle a été extradée. En juillet 2003, 10 ans après le naufrage du Golden Venture, Sister Ping retourne à New York pour y être jugée pour ses crimes. Elle est accusée de contrebande d'immigrés étrangers, de prise d'otages et de blanchiment d'argent.
Ironiquement, même après le désastre du Golden Venture, certains émigrés de la communauté chinoise l'appellent encore affectueusement Big Sister Ping. C'est l'histoire d'un homme qui sème la mort dans les trains de nuit. Un tueur qui traverse les frontières à sa guise. Les polices de différents pays d'Europe vont collaborer par l'intermédiaire d'Interpol pour retrouver ce loup solitaire avant qu'il ne tue à nouveau. Vous écoutez Interpol, le tueur du train, première partie. Le train Paris-Limoges traverse la campagne à plus de 170 km/h. Dans la petite ville de Chabenay, dans l'Indre, le train s'arrête rarement. Les touristes ne viennent pas souvent jusqu'ici. En octobre 1999, un badaud qui se promène le long de la voie ferrée fait une découverte macabre. C'est le corps, à demi dévêtu, d'une jeune femme. Les gendarmes de Bourges arrivent aussitôt sur les lieux. Ils y découvrent une scène insoutenable. C'était assez difficile. Bon, a priori, c'était une jeune fille, oui. Mais c'était son identification qui était pratiquement impossible. Elle était défigurée, c'était impossible. Surtout qu'elle n'avait pas de papier d'identité. L'affaire est confiée au colonel Bruno Aymard et à la gendarmerie. Mais pour l'heure, ils n'ont que très peu d'indices pour commencer l'enquête. Personne ne sait s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'un meurtre. Pourtant, quelque part, non loin de ces rails, se cachent les indices qui vont permettre d'établir l'identité de la jeune fille. Et peut-être la cause de sa mort. Bruno Aymard découvre bientôt ce dont il a besoin. La montre de l'inconnu. Ses aiguilles sont arrêtées. Sur la montre, l'heure était indiquée 16h10, mais c'est 16h10 ou 4h10, ça on ne pouvait pas le savoir. Mais dès qu'il la récupère, la montre se remet en marche. C'est la chute qui a dû l'arrêter. La grande valeur de la montre conduit les enquêteurs à conclure que le vol n'était pas le mobile. C'est maigre, mais c'est tout ce dont ils disposent pour avancer. Une montre et beaucoup de questions. Très vite, la presse s'empare de l'histoire. D'abord, il faut savoir que Chabenay, c'est tout petit, hein. C'est très isolé. Dans un tel endroit, ça ne pouvait susciter que l'attrait de la presse locale. Lorsque le journal local révèle l'affaire, elle attire aussitôt l'attention de Véronique Butin, qui couvre la région pour le compte de l'agence France Presse. C'est un coup de tonnerre. Dans une région où il ne se passe pas grand-chose, généralement, ça ne fait pas la une des journaux. La mort de la jeune fille fait alors les gros titres de la presse nationale. En 1999, la France a accueilli plus de touristes étrangers que n'importe quel autre pays du monde. Or, la majeure partie de ces vacanciers, comme les usagers habituels, empruntent le train. Plus de 50 millions de passagers ont utilisé le rail cette année-là. Contrairement aux États-Unis où c'est l'avion qui prime, en France, dans le cœur de chaque Français, le train c'est quelque chose, c'est une imagerie de l'enfance. C'est un mythe autour du train, de la SNCF, du train, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de la culture française, si vous voulez. Pour le colonel Aymard, l'identité de la jeune fille et les raisons de sa mort demeurent un mystère, même à l'issue de l'autopsie. Le médecin légiste ne décèle aucune trace d'agression sexuelle. Il est cependant en mesure d'affirmer que la victime était vivante au moment de la chute. Et que la raison de sa mort est un choc violent. Mais Bruno Aymard, lui, doit toujours essayer de déterminer pourquoi la jeune fille a fait cette chute fatale. Il se tourne donc vers sa seule piste tangible, la montre.
Nous avons fait une enquête là-dessus sur la montre. Et également, cette montre était une montre, d'après le fabricant, qui n'était vendue qu'en Grande-Bretagne. Il suppose donc que la victime est anglaise. Et pour percer le mystère de son identité, il fait appel à l'Organisation internationale de police criminelle, l'OIPC Interpol. Johnny Moff est l'ancien directeur du Bureau central national d'Interpol à Washington. Interpol est un réseau spécialisé qui permet aux différentes polices de communiquer dans le monde entier instantanément. À environ 800 km de Chabenay, dans un petit village d'Angleterre, des parents s'adressent à la police pour signaler la disparition de leur fille. Megan Thompson, âgée de 20 ans, faisait des études de droit en France. Mais comme elle avait le mal du pays, elle avait décidé de rentrer en Angleterre. Elle est partie le jour où on a découvert le corps à Chabenay. Elle aurait dû arriver à la gare de Birmingham pour retrouver son petit ami. L'inspectrice de police Diane Mahon se voit confier l'affaire. Ne la voyant pas arriver, son petit ami appelle les parents de Megan, qui contactent la police. Au départ, on ne savait pas trop si elle avait disparu en France ou en Angleterre. Pour retrouver Megan, la police britannique se tourne vers Interpol, qui publie aussitôt une notice jaune. La notice jaune est utilisée pour aider à retrouver une personne disparue, quelqu'un que nous essayons désespérément de retrouver. 5 jours après la découverte du corps sur la voie ferrée de Chabenay, le colonel Bruno Aymar reçoit la notice jaune. On a été informé par les policiers du SRPJ de Limoges qu'ils étaient saisis d'une disparition de personnes par Interpol Londres, qui disait qu'il y avait une jeune fille qui avait quitté Limoges et qui n'était pas arrivée en Angleterre. Il signale à Interpol que les gendarmes français ont découvert, au bord de la voie ferrée entre Limoges et Paris, un corps non identifié qui répond au signalement de Megan Thompson. Quelques jours après, les parents de la jeune Anglaise arrivent en France. Le colonel Aymar leur montre les bijoux récupérés sur la victime. Il confirme qu'il s'agit bien des effets personnels de leur fille. Le corps est officiellement identifié comme étant celui de Megan Thompson. Ses parents ne verront jamais son corps tant il a été déchiqueté. En France, la mort de la jeune femme fait la une. Quand elle a été identifiée et qu'on a su qu'elle était anglaise, il y a eu une demande médiatique, notamment anglaise et française. Véronique Butin, journaliste pour l'agence France Presse. C'est très vite monté et que les médias ont pris l'affaire en main. Et puis je pense que le fait que c'était une Anglaise et la pression des médias anglais a été telle que c'est monté très vite. La police reconstitue les dernières heures de Megan. À l'université de Limoges, le colonel Aymar interroge les colocataires de la victime pour découvrir à quel moment elle a quitté l'appartement. Les enquêteurs apprennent qu'elle a pris le train de nuit direction Paris afin de rentrer ensuite en Grande-Bretagne. Prochain arrêt pour le colonel, la gare de Limoges. Au guichet, l'agent de la SNCF se souvient effectivement avoir vu Megan et explique qu'elle a payé son billet en espèces. Bruno Aymar apprend que le train a quitté Limoges à 3h08 et qu'il est passé par la gare de Chabenay sans s'y arrêter à 4h10. Or, 4h10, c'est l'heure qu'indiquaient les aiguilles de la montre de Megan Thompson lorsqu'on a retrouvé son corps. Les enquêteurs savent désormais à bord de quel train elle a circulé la nuit de sa mort. On a saisi l'ensemble du train, tous les wagons, et on l'a déposé, on l'a fait remiser à la gare de Limoges. Colonel Bruno Aymar. Faire des recherches de traces ADN, des indices dans le wagon. Il y a pourtant un détail qui ne colle pas. En effet, la SNCF apprend aux enquêteurs qu'il est impossible de tomber ou d'être éjecté du train pendant un déplacement. Toutes les portes et toutes les fenêtres
doivent se verrouiller automatiquement lorsque le train atteint sa vitesse de croisière. Cependant, Bruno Aymar sait que Megan Thompson était bien dans ce train et que d'une façon ou d'une autre, elle en est tombée. Les gendarmes découvrent alors qu'un des wagons n'est pas équipé du système de verrouillage automatique. Et voilà. Les techniciens dits de scène de crime le passent au peigne fin, mais ne trouvent rien d'intéressant. Le nettoyage avait été fait dans les wagons. Voilà, donc en fait les traces étaient très abîmées. Les enquêteurs ont épuisé toutes leurs pistes. Désormais, il leur faut du nouveau pour progresser. Au bord de la voie ferrée, à une dizaine de kilomètres au nord de l'endroit où on a trouvé le corps de la jeune Anglaise, un chasseur découvre un sac à main. À l'intérieur, un passeport, celui de Megan Thompson. Les gendarmes retrouvent ensuite ses bagages disséminés au bord de la voie ferrée. Cette fois, Bruno Aymar et ses hommes ont la certitude que Megan Thompson n'est pas tombée et qu'elle ne s'est pas jetée elle-même du train. Il était matériellement impossible pour jeter ces objets une fois qu'après sa chute du train. Donc on savait qui elle était et on savait que c'était criminel. Et si Megan Thompson a été assassinée, c'est qu'un tueur rôde sur le réseau ferroviaire. Le compte-rendu du meurtre de Megan Thompson provoque la panique sur l'ensemble du réseau SNCF. Les gendarmes enquêtent à Limoges pour retrouver tous les gens susceptibles d'avoir connu l'étudiante. Avec l'aide de la SNCF, ils utilisent des relevés de cartes de crédit pour obtenir les noms de certains des passagers qui ont acheté un billet pour prendre le train emprunté par Megan Thompson. Mais beaucoup d'usagers, à commencer par la jeune Anglaise, ont payé en liquide. Les gendarmes savent aussi qu'il existe un certain nombre de passagers qui ne paient pas, qui resquillent et voyagent gratis. Dans cette enquête, on a fréquenté un peu le milieu des trains de nuit, si on peut dire le milieu, et on s'est aperçu qu'il y avait une faune qui circulait dans ces trains de nuit très importante. Il y a des marginaux, des voyous qui sont à rechercher les occasions, à dérober. Merci. Dans un bon nombre de pays, les personnes voyageant sans billet doivent en acheter un séance tenante ou descendre du train. En France, les passagers en infraction sont verbalisés et se voient par la suite infliger une contravention. Les contrôleurs de la SNCF ne font pas descendre ces resquilleurs s'ils peuvent présenter une pièce d'identité. En règle générale, la police fait rarement appel à la presse, mais cette fois-ci, elle met à profit l'intérêt du grand public pour lancer un appel à témoins. Les enquêteurs se mettent également à emprunter le train à l'heure où Megan Thompson s'y trouvait. Vous avez vu cette fille sur le train ou à la gare? Non? Ils interrogent les passagers qui utilisent régulièrement le train de nuit et qui sont susceptibles d'avoir remarqué quelque chose. Merci beaucoup. Au bout de 2 mois d'enquête, ces efforts finissent par s'avérer payants. Bonjour monsieur. Puis-je vous poser un Les enquêteurs interrogent des centaines de gens. Vous reconnaissez cette fille? Ah oui, très bien même. J'en reconnais, oui. Et l'un d'eux se souvient que Megan Thompson a discuté avec un jeune homme. Est-ce que vous pouvez me dire, elle était... Aymar parvient à reconstituer la chronologie de leur voyage. Elle arrive à la gare de Limoges, et à la gare de Limoges, elle retire 2000 francs au Distribank. Un billet pour Paris. Ensuite, elle va au guichet où elle prend un billet pour Paris. L'agent de la SNCF se souvient très bien de cette jeune fille. Merci, bon voyage. Merci. Puis, vers 2h du matin, elle discute avec un autre témoin oculaire qui dit bien se souvenir de Megan. Un homme portant une casquette s'approche pour discuter avec elle.
Il lui dit qu'il est de Marseille et qu'il voyage sans billet. Il monte dans la voiture 17 et s'assoit côte à côte. Le train repart à 3h08. Un peu plus tard, il décide de changer de voiture. Plus personne ne reverra Meghan vivante. C'est bon? Grâce à la description de l'individu fournie par le témoin oculaire, la gendarmerie dresse un portrait robot sur ordinateur. Malgré tout, l'enquête est dans l'impasse. Petit à petit, l'histoire disparaît des journaux et les usagers reprennent leurs habitudes. Mais le tueur des trains va bientôt frapper une deuxième fois. Dijon. Par une froide nuit de décembre 1999, le train Calais-Vintimille traverse la ville comme à son habitude. Merci. À bord, le contrôleur remarque un petit garçon qui dort seul dans un compartiment. Il cherche les parents dans les alentours, mais il ne voit personne. Avant de sortir du wagon, le contrôleur vérifie que personne ne se cache dans les toilettes. S'il vous plaît. Le corps d'une femme gît sur le sol. Elle a reçu plusieurs coups de couteau. En 2 mois, c'est le 2e meurtre sur le réseau SNCF. À Dijon, l'inspecteur Pierre-Marc Panazio se voit confier l'enquête. C'est exceptionnel en raison de la nuit, en raison du fait que ça s'est passé dans un train, dans un endroit où les gens doivent se sentir en sécurité, où en principe, il ne se passe pas ce genre de choses. La police de Dijon boucle aussitôt le périmètre pour interroger les témoins et éventuellement piéger l'assassin qui est peut-être encore à bord. La SNCF appelle aussi le SAMU, mais il n'y a plus rien à faire pour la victime. Visuellement, un examen médical, une première expertise sur les causes de la mort, l'orientation du corps, comment sont positionnés les pieds, les membres du corps de la victime, si les bras sont repliés, si les bras sont étendus. Toutes ces indications-là sont notées. Et cette personne portait une sacoche type banane que nous avons, avec les précautions, avec les gants, ouvertes. Et nous avons découvert une carte d'identité. Sylvie Bagot est originaire du nord de la France. La police découvre bientôt que l'enfant voyageait avec elle. C'était difficile parce que c'est un enfant qui avait eu quelque chose de très très grave avec le décès de sa mère. Donc on avait besoin d'avoir quelques renseignements via ce jeune enfant pour ensuite pouvoir contacter le mari de la victime. J'ai 2 petits garçons qui avaient à peu près cet âge-là au moment des faits. Donc j'ai essayé de parler avec lui. Je m'attendais à ce qu'il me demande « Maman, elle est où ?» Il ne m'a pas posé cette question-là. Petit garçon-là, pour des raisons personnelles, ça me touche. Ils ont toutes les raisons de croire que le tueur est encore dans le train. Et ils commencent à le fouiller. Même si beaucoup de passagers étaient endormis, certains disent avoir remarqué un homme coiffé d'une casquette de baseball à l'attitude bizarre. Et qui était très très agité, très perturbé, qui bougeait, qui leur causait des problèmes, qui visiblement n'étaient pas dans son état normal. Malgré des recherches exhaustives, la police ne parvient pas à trouver de passagers répondant à la description du suspect. Mais dans un compartiment voisin, elle trouve la preuve irréfutable de sa présence. Nous avons constaté la perte d'une casquette de baseball à quelques distances du corps, casquette qui était tachée de sang, qu'évidemment nous avons préservée de façon, à pouvoir faire les analyses techniques, les identifications.
Rapidement, la police découvre également la preuve qu'il s'est enfui du train. Nous avons constaté un certain nombre d'éléments. Nous avons constaté une trace de sang, peut-être une trace de main sur une des portes d'un des wagons. Grâce aux passagers, les policiers apprennent que ce train a procédé à un arrêt technique à Dijon. Il a eu lieu 5 minutes seulement avant que le contrôleur découvre le corps. Une personne qui a quitté le train au moment de l'arrêt technique alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Nous avons pu établir que c'était un errant, qu'il savait véritablement qu'il y avait un arrêt technique à la gare de Dijon sur ce train-là, à cette heure-là. Le contrôleur se souvient de l'homme, car il voyageait sans billet et il avait dû le verbaliser. Lorsqu'on voyage sans ticket, le contrôleur de la SNCF demande les papiers d'identité pour établir l'identité de cette personne. Dans ce cas précis, il y avait des références, ce qui indiquait qu'il avait présenté un document d'identité établissant formellement qu'il était bien Sid Ahmed Rezala. Voilà. Nous sommes arrivés à avoir quelqu'un de très intéressant. Vous écoutez Interpol, le tueur du train, deuxième partie. La police de Dijon découvre qu'il s'agit d'un immigré algérien de 20 ans qui a déjà fait de la prison. Sid Ahmed Rezala a été condamné pour le viol d'un garçon de 14 ans et pour de multiples vols avec violence. Dans un bon nombre de ses crimes, il a fait usage d'un couteau. Il a été relâché en juin 1999, 4 mois avant le premier meurtre. L'inspecteur Panasio diffuse un avis de recherche nationale pour demander aux forces de police et de gendarmerie de rechercher et d'interpeller Rezala. Ce mandat arrive jusqu'au colonel Bruno Aymar, qui enquête toujours sur le meurtre de Megan Thompson, l'étudiante anglaise, qui remonte à 2 mois. À Bourges, les enquêteurs remarquent immédiatement les similitudes entre le meurtre de Dijon et celui de Chabenay. Les 2 femmes voyageaient à bord d'un train de nuit. La ressemblance entre la photo d'identité de Sid Ahmed Rezala et le portrait robot établi par informatique est évidente. Et il existe un autre point commun très important entre les 2 affaires. On soupçonne un individu qui, quelques minutes avant les faits, a été l'objet d'un contrôle et parce qu'il voyageait sans billet. Colonel Bruno Aymar. Donc nous faisons immédiatement le lien. Les gendarmes de Bourges contactent la police dijonnaise. Et lorsqu'ils ont eu connaissance de la photo, ils se sont manifestés auprès de moi. Pierre-Marc Panazio, inspecteur. Pour dire, nous, ça nous intéresse parce qu'on a déjà des éléments sur cette personne, sur un autre homicide. Nous, on a quelque chose, on va en parler entre nous et on va essayer de collaborer. Le grand public et les médias ont au fait d'établir le lien entre les 2 meurtres et les forces de police et de gendarmerie doivent s'occuper du meurtrier sous l'attention constante des médias. Le train étant un moyen de locomotion très employé en France, comme dans le reste de l'Europe, la presse se mobilise aussitôt très fortement. Ce qui a été le plus dur à supporter dans toute cette enquête, c'est la pression. La pression de la presse, la pression de notre hiérarchie, et c'est cette même pression qui est insupportable. Les enquêteurs découvrent que Rezala vit pour ainsi dire dans des trains. Il se déplace sans arrêt. Depuis sa sortie de prison, il a été verbalisé plus de 40 fois pour avoir voyagé sans billet. C'est une affaire de rôdeurs, de personnes qui utilisent les circonstances et qui ont l'habitude de vivre la nuit. Parce que la nuit, les témoins sont moins nombreux, c'est plus facile d'évoluer, d'être furtif, de se déplacer, puis d'utiliser un petit peu l'obscurité pour ensuite se dissimuler et puis ne pas se faire remarquer. Le même crime n'aurait jamais pu se commettre à 16 heures. C'est impossible. Commence alors une course contre la montre.
Les forces de police et de gendarmerie doivent mettre la main sur l'homme qu'elles soupçonnent être le tueur des trains, Sid Ahmed Rezala, avant qu'il ne fasse une nouvelle victime. À Bourges et à Dijon, les enquêteurs se concentrent sur les 2 premiers meurtres. Il faut impérativement retrouver Rezala. Un homme qui voyage sans arrêt en train. L'inspecteur de police de Dijon, Pierre-Marc Panasio, décide de débusquer le suspect en enquêtant auprès de tous les gens venus lui rendre visite en prison. Donc là, nous avons comme élément le domicile de ses parents, à Marseille, une adresse, le domicile de son ami, à Amiens, ce qui est déjà très très important. Oui, bonjour. Un homme en cavale a tendance à chercher des endroits où il sait trouver du soutien. La police décide donc de mettre sur écoute son domicile marseillais et l'appartement de sa petite amie à Amiens. Quand les journalistes découvrent l'existence du suspect, ils parviennent à obtenir le nom de celui qu'ils ont surnommé le tueur des trains. Véronique Butin, la journaliste de l'AFP, se rend à Dijon. Le juge d'instruction a fait une conférence de presse à Dijon en disant qu'il ne voulait pas donner le nom parce qu'il ne voulait pas aider la personne qui était soupçonnée de pouvoir s'enfuir. Mais il y a eu des fuites. Faisant fi des consignes officielles, un journaliste téléphone à la famille Rezala. Le tueur des trains apprend alors que la presse et la police sont à ses trousses. Monsieur Rezala. Moi-même. Non, c'est Ahmed Rezala. Il n'est pas là, il a quitté, vous l'avez manqué. Les pires craintes du procureur deviennent réalité. Oh, merci. Quand les policiers marseillais arrivent à l'appartement, ils ne se doutent pas que Rezala s'est déjà enfui. Un des membres de la famille informe la police que Rezala a répondu à un coup de téléphone et qu'il est parti précipitamment. Pour être très précis, ça a occasionné beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Parce que l'inquiétude qu'il a eue l'a mis en fuite d'une façon extrêmement rapide et l'a affolé. Désormais, Rezala sait qu'il est un homme traqué. Il se cache alors dans le monde qu'il connaît le mieux, celui des trains de nuit. La diffusion des articles concernant Rezala donne lieu à des centaines de coups de téléphone. Le public s'est passionné pour cette enquête parce que ça touchait les trains, parce que ça touchait une jeune femme, parce qu'il y avait un enfant qui était victime, qui avait perdu sa mère. Ça a ému beaucoup les gens. La police enquête sur les témoignages, réels ou imaginaires, signalant la présence de Rezala à Paris, Amiens ou Dijon. Les gens ne le voyaient pas forcément dans les trains, ils le voyaient dans une station essence, ils le voyaient, vous savez, dans un village, des choses comme ça. Ouais. Pour le grand public, le tueur des trains a le don d'ubiquité. Pour la police, il reste introuvable. Mais en analysant les trajets de Rezala jusqu'à Amiens, l'inspecteur Panasio découvre, puis rencontre des amis du suspect. Pour avoir ces discussions-là avec des jeunes femmes, il fallait convaincre et qu'il fallait obtenir leur confiance. Nous avons choisi, pour avoir des discussions avec eux, que c'était quelqu'un de très dangereux, qu'il risquait, d'avoir fait d'autres victimes. L'inspecteur Panasio s'assure leur coopération et leur révèle des renseignements capitaux. En échange, il apprend que Rezala loue une chambre dans un immeuble d'Amiens. L'appartement semble désert, mais les policiers ne prennent pas le moindre risque. Ils fouillent tout l'immeuble, y compris les caves. Lorsque nous sommes intervenus à Amiens, nous recherchions un individu en fuite, mais vivant. Et là, il y a une découverte dans la cave sous un tas de charbon. D'un corps d'une jeune femme.
Il s'agit d'une nouvelle victime qui ne les rapproche pas plus de la capture de Rezala. Âgé de 20 ans, Sid Ahmed Rezala fait l'objet d'une chasse à l'homme d'envergure nationale. Il était déjà soupçonné des 2 meurtres des trains et la police a découvert le corps d'une 3e jeune femme dans l'immeuble qu'il occupe à Amiens. Il s'agit de René Vasse, 20 ans, porté disparu depuis 2 mois. La déclaration de personnes disparues la concernant a été déposée plus de 2 semaines après la découverte de la première victime de Rezala, Megan Thompson. René Vasse, elle, a été étranglée. Craignant que Sid Ahmed Rezala ait quitté le pays, les autorités font de nouveau appel à Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle émet alors une notice rouge à son égard. Une notice rouge est un avis de recherche, si vous voulez, publié à l'échelle internationale et non limité aux frontières d'un pays donné. John Imhoff, ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. L'affaire Rezala fait de nouveau les gros titres. Qui était dans tous les journaux, tout le monde connaissait son visage, tout le monde connaissait l'histoire de la victime de Dijon et de celle d'Amiens, tout le monde ça, on connaissait les détails et tout. Est-ce que ça a dû créer une certaine psychose dans les trains de nuit? Tout le pays se demande où et quand le tueur des trains va encore frapper. Empêcher que les rumeurs ne prennent trop d'ampleur et faire communiquer les différentes branches des forces de l'ordre ont singulièrement compliqué l'enquête. La police et la gendarmerie, au niveau local, régional et national, essaient de mettre la main sur le tueur des trains, mais leurs méthodes de travail sont différentes et elles ont d'autres affaires à traiter simultanément. Rien n'empêche cependant les enquêteurs de poursuivre Rezala. Le magistrat chargé de l'affaire autorise la police à mettre sur écoute les gens qu'il est susceptible d'appeler. Et l'inspecteur Panasio a réussi à gagner la confiance d'une des anciennes amies du suspect. Allô? Nous avons gagné sa confiance et cette personne-là a choisi, en faisant un choix qui est extrêmement courageux, de communiquer cette information-là. Après avoir décroché son téléphone, l'informatrice a entendu quelqu'un lui parler dans ce qu'elle a cru être du portugais. Elle note aussitôt le numéro appelant qui apparaît sur son appareil. La personne qui recevait l'appel n'a pas compris pourquoi on lui parlait en portugais. Et cette personne-là a choisi de me communiquer ce numéro en disant « c'est bizarre, c'est étrange, je ne connais pas ce numéro, ça a l'air d'être un numéro étranger, ça parle une langue étrangère, est-ce que vous pouvez vérifier ?» Donc, si cet appel étrange a bien été passé par Rezala, c'est qu'il a effectivement quitté la France et qu'il se trouve désormais au Portugal. Les autorités françaises contactent alors le bureau central d'Interpol de Lisbonne. Les renseignements sont arrivés ici, à Interpol. Nous savions que c'était une affaire très importante. Luis Neves est le directeur du bureau central d'Interpol et le coordinateur des enquêtes auprès du ministère portugais de la Justice. Il essaie de retrouver la trace du tueur dans les rues de Lisbonne. Nous savions ce qu'il avait fait, que c'était un homme dangereux et qu'il essaierait de nous échapper. La police française a localisé l'origine de l'appel passé par Rezala. Il provient d'une cabine de Baixada da Bandeira, une ville située à une vingtaine de kilomètres de la capitale portugaise. Les forces de police du Portugal repèrent la cabine téléphonique. Les renseignements fournis à propos de l'identité de l'appelant sont exacts. Maintenant, les policiers n'ont plus qu'à trouver le suspect. Nous avons discuté avec les Français par l'intermédiaire d'Interpol. Nous leur avons confirmé que l'endroit existait bien et que le renseignement était correct. Des enquêteurs français s'envolent pour rejoindre leurs homologues portugais. Nous sommes immédiatement partis pour Baixada da Bandeira. Nous sommes arrivés en force et nous avons déployé de nombreux agents pour essayer de localiser Rezala. Après
Après quelques heures de planque, les policiers portugais entament une filature. L'homme qu'ils suivent et qui se rend au bureau de poste correspond au signalement de Rezala. La police de Lisbonne, qui s'est jointe au groupe d'action et de travail international, attend le moment opportun pour l'arrêter. En cas d'erreur, Rezala, si c'est lui, risque de s'enfuir. Les policiers français confirment que l'homme placé en détention est bien le tueur des trains, Sid Ahmed Rezala. Rezala a été complètement surpris. Il ne s'attendait pas à être arrêté ici. Pendant que les autorités françaises préparent la procédure d'extradition, Rezala est incarcéré au Portugal. Mais le travail de la police n'est pas terminé pour autant. Il faut maintenant consolider le dossier. Pour ce faire, la police embauche le cascadeur de cinéma Rémi Julienne pour reconstituer la mort de Megan Thompson, la jeune fille jetée du train à Chabenay. Des mannequins sont utilisés pour recréer ces derniers instants. Le mannequin a été placé sur la vitre comme on l'avait supposé. Colonel Bruno Aymar. Et le corps est retombé pratiquement au même endroit qu'à l'endroit où on l'avait trouvé. Tous les éléments correspondaient à ce qu'on constatait le jour de la reconstitution. On savait la manière d'opérer, on savait qu'il l'avait éjectée en la basculant, mais en 2 temps. 4 mois après l'arrestation de Rezala, un magazine français publie une interview que l'assassin a donnée depuis sa cellule portugaise. Il y avoue le meurtre des 3 femmes. Et il prétend avoir vu des flashs lumineux qui lui indiquaient à quelle personne il devait s'attaquer. Pourquoi tuait-il? Ce n'est que mon opinion et ce que pensent un peu les psychologues avec qui nous avons discuté. Pierre-Marc Panazio, inspecteur. Il était dans un monde à lui, dans une bulle, puis quelque part tout ce qui était externe ne le concernait plus. Et à ce moment-là, il devenait quelqu'un d'autre et quelqu'un de très dangereux. Un mois après ses aveux, Rezala s'assure de ne jamais passer en jugement. Il met le feu à son matelas, dans sa cellule, où il périt, asphyxié. Si Rezala n'était pas mort, il aurait été rapatrié en France 10 ou 15 jours plus tard. Luis Neves, directeur du bureau central d'Interpol. C'est ce qui lui faisait le plus peur. Retourner en prison en France. Pour les parents de la première victime, la nouvelle du suicide est un choc. L'inspectrice de police Diane Mahon a soutenu la famille de Megan Thompson pendant toute cette épreuve. D'un côté, un procès et un verdict satisfaisant permettent à la famille de faire le deuil. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas avoir à supporter de procès, de ne pas avoir à subir ce traumatisme est aussi un soulagement. Pour Johnny Moff, l'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis, le rôle de l'OIPC dans cette enquête a été très clair. Il est important pour Interpol de servir de partenaire dans ce genre d'affaires et de combler les fossés de communication. Pour l'inspecteur Panazio et ses collègues de Dijon, il y a des leçons importantes à tirer de la collaboration avec les polices des divers pays membres d'Interpol. Ce type d'affaires a touché le Portugal, a touché la Grande-Bretagne, et quelque part ça a rapproché. Moi je crois profondément au fait qu'on partage des solutions, qu'on essaye de bénéficier des expériences des uns et des autres, que c'est une affaire terrible, et puis surtout cette personne-là ne méritait pas ce qui lui arrivait. C'est une affaire de circonstances. On est un petit peu impuissant devant ce genre de fait parce que ça peut arriver, on ne peut pas tout prévoir, tout maîtriser. Le déferlement de publicité autour de cette affaire a attiré l'attention du grand public sur la sécurité du réseau ferroviaire. En conséquence, la SNCF a amélioré la sûreté sur ses trains de nuit. Les parents de Megan Thompson se sont efforcés de faire que la mort de leur fille ne soit pas inutile. L'argent récolté en son nom
a été reversé au Suzy Lamplugh Trust, une fondation qui aide les jeunes à se protéger lorsqu'ils voyagent à travers l'Europe. C'est l'histoire d'un réseau terroriste international démasqué par un simple accident. Une opération bien ficelée visant à enlever des personnalités richissimes et à extorquer une rançon à leur famille. Entre le Nicaragua et le Brésil, il faudra toutes les ressources d'Interpol pour démanteler cette organisation criminelle. Vous écoutez Interpol, le maillon manquant, première partie. En 1993, les rues de Managua, au Nicaragua, sont enfin calmes après des décennies de violence et une révolution. À 2 heures du matin, la plupart des résidents du quartier de Santa Rosa, à l'extérieur de la capitale, sont endormis. Jusqu'à ce qu'un accident mette en évidence les activités secrètes qui se trament dans une cave. Comme la plupart de ses voisins, le policier Marlon Montano est réveillé par la déflagration. 3 explosions secouent un garage de vente de pièces automobiles. Les gravats volent dans toutes les directions. L'explosion a été assourdissante et effrayante. Il y avait beaucoup de poussière. Toutes les vitres ont volé en éclats. Au total, 16 maisons ont été détruites. Les services d'urgence arrivent rapidement sur les lieux. Des dizaines de riverains blessés errent dans les rues. Des unités de triage sont mises en place pour traiter les victimes, tandis que les secouristes cherchent des survivants sous les décombres. Tous les véhicules des environs étaient détruits. Le garage était complètement rasé et à la place, il y avait un cratère de 3 mètres de profondeur. La première tâche des policiers et des pompiers consiste à déterminer la cause d'une explosion d'une telle violence. Ils dressent aussitôt un périmètre de sécurité. Au départ, on a pensé qu'une citerne de gaz propane avait explosé. Mais les morceaux de métal éparpillés dans toute la zone suggèrent bientôt une autre hypothèse. Dans une cour, les policiers découvrent en effet les restes tordus de ce qui ressemble à un lance-grenade. En s'approchant du point d'explosion, le garage, Montano et les enquêteurs découvrent des cadavres déchiquetés. Carlos Bendaña, un spécialiste des enquêtes criminelles de la police nicaraguayenne, était directeur d'Interpol dans ce pays au moment des faits. Tout était complètement détruit. J'ai vu des restes de cadavres à plus d'une centaine de mètres du lieu de l'explosion. La déflagration a été très violente. Il découvre aussi quelque chose d'inattendu. Il y avait une cache d'armes dans un bunker situé sous le garage. En fouillant les décombres, les policiers découvrent en effet un bunker en béton armé équipé de portes métalliques. Des galeries le relient à d'autres salles enterrées sous le garage. Partout, il y a des armes. Il s'agissait d'armes de guerre, des AK-47, des missiles, des bazookas. Il y en avait une grande quantité. La police découvre également une vingtaine de missiles solaires dont les numéros de série ont été pour la plupart rendus illisibles. Ainsi que du C4, un explosif plastique réservé aux militaires mais que trop souvent les organisations terroristes parviennent à se procurer. Les enquêteurs supposent que ce C4 est entré en contact avec un détonateur, ce qui a provoqué l'explosion. Il n'en faut pas plus pour inquiéter la population nicaraguayenne. Après des années de lutte contre la dictature somoziste, qui ont abouti à la révolution menée par la gauche sandiniste, le Nicaragua reste un pays instable. Puis, en 1990, Violeta Chamorro, une modérée, est élue présidente du Nicaragua. Mais l'instabilité ne disparaît pas totalement et l'état de droit a du mal à s'imposer. Violeta Chamorro sait qu'elle doit procéder à des changements. Après 14 ans d'absence,
le Nicaragua revient dans le giron d'Interpol. L'OIPC met alors ses ressources à la disposition de ce pays en difficulté. Les Nicaraguayens n'avaient pas l'expérience suffisante pour gérer cette affaire. Le pays venait juste de se débarrasser d'un régime militaire. Le vice-président d'Interpol en Amérique latine, le chef de la police fédérale brésilienne Romeu Tuma, s'inquiète de ce que la découverte d'une telle cache peut signifier pour le Nicaragua. Ce que la présidente essayait de faire, c'était de restaurer la démocratie. La découverte de ce genre d'armes dans le pays tombait donc très mal. Puis, les enquêteurs découvrent que l'innocent garage cachait des marchandises d'encore plus mauvais augure que des armes. Il s'agit de centaines de faux papiers d'identité de plus de 20 pays, y compris des permis de conduire, des certificats de naissance et des passeports. Nous avons découvert des documents permettant à de nombreux chefs de la guérilla de dissimuler leur identité. Il y avait 3 à 4 passeports par personne, munis de photos avec ou sans lunettes. Ils pouvaient les utiliser pour passer d'un pays à un autre sous des identités différentes. Pour les enquêteurs, ces documents indiquent que des groupes terroristes du monde entier se sont rassemblés dans une sorte de coopérative criminelle bien organisée. L'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis, Johnny Moff, sait à quel point une découverte de ce genre peut transformer le cours d'une enquête. Quand vous découvrez une mine de renseignements comme celle-ci, l'intérêt n'est plus seulement de savoir qui a fait sauter le bâtiment, mais de cerner l'étendue de l'entreprise terroriste. Dans cette région à la stabilité politique précaire, les armes du bunker constituent un signe avant-coureur des plus sinistres. Sous les sandinistes, le Nicaragua est devenu un asile. Les groupes étrangers participant à des activités antigouvernementales violentes s'y sont vus offrir protection et refuge. Et un bon nombre de ces réfugiés sont toujours dans le pays. La police de Managua ne prend pas de risques. Les documents, des centaines de passeports, des dossiers et divers papiers sont placés sous bonne garde. Le responsable d'Interpol au Nicaragua, Carlos Bendaña, reçoit l'ordre de Violeta Chamorro de diriger l'enquête et d'entrer en contact avec les pays cités dans les documents. En faisant appel à Interpol et à ses ressources, j'ai appelé divers pays pour voir s'ils souhaitaient collaborer avec la police nicaraguayenne. Le Brésilien Romeu Tuma est un des premiers à répondre. Il s'envole pour Managua pour déterminer qui se cache derrière les passeports volés et les fausses identités. L'énorme quantité d'indices, plus de 6000 documents, remplit 40 cartons. Marlon Montano, le policier nicaraguayen, est déjà sur la piste du propriétaire du garage, un certain Miguel Moreno. Nous avons immédiatement trouvé l'adresse de cet individu à Managua. Les policiers décident d'intervenir immédiatement et de l'arrêter. Ils font une descente à son domicile. Mais Moreno ne s'y trouve pas. En revanche, il découvre le titre de propriété du terrain où se dressait le garage. Et le fait que Moreno avait un employé. En fouillant dans les documents, nous avons appris qu'il y avait un veilleur de nuit au magasin. Il avait été blessé lors de l'explosion, aussi nous sommes allés l'interroger à l'hôpital. Au cours de cet interrogatoire, les policiers apprennent également que le vrai nom de Miguel Moreno est Eusebio Arsalus, un membre de l'organisation terroriste basque espagnole, ETA. Les policiers préviennent l'OIPC. Johnny Moff est l'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis. De toute évidence, le temps jouait un rôle clé. Il fallait agir vite et communiquer rapidement avec les autres pays. Donc il fallait passer par Interpol.
L'OIPC s'attelle à l'affaire tant que la piste est encore chaude. Interpol publie une notice rouge pour arrêter Eusebio Arsalus. Le terroriste se retrouve sur la liste des individus les plus recherchés par Interpol, mais il est impossible de savoir si la police va réussir à lui mettre la main dessus. Parmi la masse d'indices, les enquêteurs découvrent des dossiers sur différentes entreprises, sur des hommes politiques et des capitaines d'industrie d'Amérique latine, du Mexique et du Brésil. Dans les dossiers, il y avait des preuves indubitables qui confirmaient qu'ils finançaient leurs opérations grâce à l'enlèvement d'hommes d'affaires de pays d'Amérique latine. Chaque dossier comporte une étude complète de la victime potentielle, avec ses trajets quotidiens, ses habitudes, sa sécurité, des plans et des montants de rançon possibles. Le meilleur type de renseignement que des policiers peuvent se procurer, ce sont ceux qui précèdent un délit. La première étape consiste donc à protéger les cibles éventuelles. Les enquêteurs avertissent les pays où vivent les gens figurant dans ces dossiers, mais dans un cas, ils arrivent trop tard. Un des dossiers concerne en effet un magnat brésilien qui a déjà été enlevé. Brésil, 11 décembre 1989. Le géant des supermarchés Abilio Diniz part travailler à Sao Paulo. Et il ignore encore qu'il est la cible d'un groupe de preneurs d'otages bien préparés. Les kidnappeurs déguisés en ambulanciers barrent la route à Abilio Diniz, l'assomment et le jettent à l'arrière de leur véhicule. En moins d'1 minute, Abilio Diniz est capturé. Et ses ravisseurs disparaissent sans laisser de traces. Abilio Diniz est un des hommes les plus riches du Brésil. Il est président d'une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays. Ce matin-là, il partait travailler au volant de sa voiture. Responsable du service Amérique latine au journal Globe and Mail de Toronto, Isabelle Vincent vivait au Brésil au moment des faits. Ses ravisseurs lui ont coupé la route avec une camionnette, une fausse ambulance. Et ils l'ont emmené. Un témoin reconnaît Diniz. Il prévient aussitôt la famille de l'homme d'affaires. Les ravisseurs se déplacent à toute vitesse pour brouiller leur piste. Ils conduisent Diniz jusqu'à leur repère. Le témoin décrit à la sœur de Diniz ce qui vient de se passer. Aussitôt, elle appelle la police. Je dis toujours qu'un enlèvement, ce sont les deux moitiés d'un même jeu. La première moitié revient au ravisseur. Le chef de la division anti-enlèvement de Sao Paulo, Nelson Guimarães, est informé qu'Abilio Diniz a été kidnappé. La deuxième moitié revient à la police, qui doit récupérer la victime en payant ou non la rançon. John Imhoff, l'ancien directeur d'Interpol aux États-Unis, pense que cette dynamique entre la loi et les malfrats est universelle. Il y a toujours un jeu du chat et de la souris entre les criminels et les forces de police. Et c'est la raison pour laquelle les policiers font ce métier. Ils veulent jouer à ce jeu d'échecs. Et servir la justice, c'est toujours une bonne chose. Une épidémie d'enlèvement secoue l'Amérique du Sud au moment du rapt d'Abilio Diniz. L'inspecteur Valdemiro Bueno est déterminé à obtenir un dénouement aussi pacifique que possible. Il soupçonne les ravisseurs d'être bien entraînés et expérimentés. Une demi-heure seulement après le rapt, les preneurs d'otages appellent. Une femme explique que la famille ne doit pas contacter la police si elle veut revoir Diniz sain et sauf. Elle menace de le tuer si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et elle ajoute qu'elle rappellera pour donner de plus amples instructions.
Personne ne sait si les ravisseurs ont touché à leur otage. Sa famille veut savoir s'il va bien et est prête à tout pour le faire libérer. Notre préoccupation première, c'est de préserver la vie de l'otage. La police découvre l'ambulance utilisée pour le kidnapping à quelques kilomètres seulement du domicile de Diniz. En fait, le véhicule a été maquillé pour ressembler à une ambulance. Après avoir découvert l'ambulance, nous l'avons soigneusement examinée. Nous l'avons presque entièrement démontée. À l'intérieur du système de ventilation, nous avons trouvé une carte de visite. C'était celle d'un garagiste du centre de la ville. La police tente de calmer la famille Diniz et de la convaincre de faire confiance au savoir-faire de ces hommes plutôt que de prendre elle-même l'initiative. Immédiatement, nous avons procédé à la mise sur écoute du téléphone et au déploiement d'agents dans la rue. Après des heures d'attente, la famille Diniz reçoit un nouvel appel des ravisseurs. Ils exigent 30 millions de dollars américains en échange d'Abilio Diniz. La famille accepte de réunir l'argent de la rançon. Et les ravisseurs expliquent qu'ils la rappelleront. L'enquêteur Valdemiro Bueno rentre au siège de la police pour coordonner l'ensemble de l'opération. Pour masquer les bruits qu'ils émettent, les ravisseurs diffusent de la musique à plein volume dans la cellule où est enfermé Abilio Diniz. Pendant ce temps, la police brésilienne se dirige vers le garage, dont l'adresse figure sur la carte de visite trouvée dans la fausse ambulance. Cette carte nous a donc conduits jusqu'au garage. Et en interrogeant le patron, nous avons commencé à percer le mystère de l'enlèvement. Nelson Guimarães, chef de la division anti-enlèvement de Sao Paulo. Le propriétaire les informe qu'un homme d'âge moyen et un jeune avec des lunettes ont amené une camionnette pour réparation. Le mécanicien se souvient de ce travail et donne à la police le numéro de téléphone des deux suspects. Grâce à ce numéro, les enquêteurs ont au fait de remonter à un appartement de Sao Paulo. Ils entrent subrepticement dans le bâtiment vide et y installent des micros et des émetteurs. Puis nous avons commencé à surveiller le bâtiment. Nous avons même loué un appartement juste à côté. Nos hommes écoutaient ce que les gens à l'intérieur racontaient. Nous étions certains qu'il s'agissait de ceux qui s'étaient débarrassés de l'ambulance. Les policiers attendent le bon moment pour arrêter le ravisseur resté à l'intérieur. Il s'appelle Ulises Acevedo. Et il ne semble pas des plus coopératifs. Or, dans les affaires de ce genre, les autorités brésiliennes savent qu'il ne faut pas perdre de temps. Vous écoutez Interpol, le maillon manquant, deuxième partie. Abilio Diniz, homme d'affaires brésilien richissime, a été enlevé. Mais ses ravisseurs ont laissé des indices qui ont conduit les policiers jusqu'à un appartement de Sao Paulo où ils arrêtent un terroriste du nom d'Ulises Acevedo. Il est emmené au commissariat central pour y être interrogé. Les enquêteurs sont convaincus qu'il en sait bien plus que ce qu'il prétend. Nelson Guimarães, chef de la division anti-enlèvement de Sao Paulo. Il a un lourd casier judiciaire. Ulises Acevedo appartenait à un mouvement révolutionnaire chilien, le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire.
et il avait commis quelques vols au Chili. Il avait aussi une formation en stratégie paramilitaire. Après avoir placé Acevedo en garde à vue, la police brésilienne découvre une piste qui la rapproche un peu plus d'Abilio Diniz. Il y avait une facture d'électricité pour un appartement de la rue Charles Darwin. C'était un des endroits qu'ils louaient pour leurs activités. La police se met aussitôt en planque dans cette rue. Comme nous ne savions toujours pas où se trouvait la victime, nous ne voulions pas éveiller les soupçons de ses ravisseurs. Nous ne voulions pas faire de bruit pour ne pas mettre la vie d'Abilio Diniz en danger. Nous les avons donc arrêtés un par un. La police interpelle 4 suspects de la maison de la rue Charles Darwin. Mais il n'y a toujours aucune trace d'Abilio Diniz. Les ravisseurs essayent de faire monter la pression sur la famille Diniz. Ils contraignent Abilio à rédiger une lettre les implorant de verser l'argent de la rançon. La famille Diniz attend toujours, comprenant qu'un rien peut faire paniquer les ravisseurs et les pousser à tuer leur otage. La police reste en contact permanent avec les Diniz, mais pour eux, l'incertitude est difficile à supporter. Les suspects, eux, sont interrogés. Et petit à petit, la police découvre une conspiration. Isabelle Vincent, qui travaille pour le Globe and Mail de Toronto, au Brésil, couvre l'affaire. Pour la police, il est devenu très rapidement clair que ces gens avaient tous suivi une formation paramilitaire. Ils savaient tous se servir d'un AK-47. Ils pouvaient s'endormir en un instant lorsque leur chef en donnait l'ordre. Ils avaient tous une fonction bien précise. Ils étaient très bien organisés et hautement qualifiés. Tous les suspects gravitent autour de groupes révolutionnaires d'extrême gauche qui sont réunis pour une seule raison, se partager l'argent de la rançon. Seuls quelques individus savaient où Diniz était détenu. Les autres ne connaissaient que des bribes de renseignements. Certains n'étaient au courant des actions entreprises que jusqu'à un certain point. Nous devions donc les interroger avec circonspection un par un, pour savoir où s'arrêtait un maillon et où commençait le suivant. 5 jours après l'enlèvement, la police découvre où Abilio Diniz est séquestré. Emmenant un des suspects avec eux, les agents s'approchent de la maison. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Par excès de zèle, 2 agents décident de faire cavalier seul. Une fusillade s'engage entre la police et les ravisseurs. La situation échappe à tout contrôle et les ravisseurs exploitent leur avantage. Les policiers se regroupent et appellent des renforts. « 200 hommes fortement armés cernent la maison et un face-à-face tendu commence. Les terroristes qui ont kidnappé Abilio Diniz montrent aux policiers que le richissime homme d'affaires est toujours en vie. Ils communiquent avec les forces de l'ordre. Mais les négociations sont dans l'impasse. Ils exigeaient qu'on leur livre 30 millions de dollars dans un camion de transport de fonds pour pouvoir quitter la ville, et un avion devait les emmener tous hors du pays. Nelson Guimarães, chef de la division anti-enlèvement de Sao Paulo.
Telles étaient leurs exigences et elles étaient non négociables. Bien évidemment, j'ai catégoriquement refusé d'accepter ces conditions. La famille Dini s'attend dans l'angoisse et se demande si elle reverra Abilio vivant. Tard dans la nuit, la situation est toujours bloquée. La police coupe l'électricité de la maison et installe des projecteurs. Les ravisseurs demandent la suspension des négociations. Mais les policiers refusent de les laisser se reposer. Ils veulent les déboussoler, leur mettre les nerfs à vif pour en faire des cibles plus faciles. La situation était très compliquée. Elle a mobilisé de nombreux éléments des forces de police, ainsi que des troupes de choc et des membres de la police militaire spécialisés dans les conflits violents. À n'importe quel moment, les événements pouvaient très bien échapper à tout contrôle et se finir dans un bain de sang. Les autorités brésiliennes n'ont aucune idée de la façon dont les ravisseurs vont réagir à leur tactique. La situation est de plus en plus tendue. Dans la matinée, les ravisseurs exigent que les médias soient prévenus. Et les caméras arrivent peu de temps après. Isabelle Vincent est responsable du service Amérique latine du Globe and Mail. La police a cerné la maison en début de matinée et le face-à-face était vraiment tendu. Il a duré plusieurs heures. Les ravisseurs à l'intérieur de la maison menaçaient de tuer Diniz et de se suicider. C'est une journée historique pour le Brésil, qui vient d'organiser ses premières élections présidentielles démocratiques en plus de 30 ans. Mais le rap de Diniz éclipse même les résultats électoraux. Nous avons relancé les négociations et les ravisseurs ont exigé de parler à des ambassadeurs. Nous avons proposé le cardinal de São Paulo pour le rôle d'intermédiaire. Fervent défenseur des droits de l'homme, l'ecclésiastique fait passer les messages entre policiers et ravisseurs. La famille d'Abilio Diniz est prête à faire tout ce que les ravisseurs demanderont, mais la police brésilienne tient bon. Au bout de 36 heures, les ravisseurs renoncent et acceptent de se rendre. 2 Canadiens sortent les premiers, David Spencer, 26 ans, et Christine Lamont, 30 ans. Lorsque les ravisseurs sont sortis de la maison, ils ont été arrêtés en direct devant les caméras. Et au même moment, les gens votaient pour la présidentielle. Finalement, ces 10 ravisseurs sont sortis et on a publié les résultats du scrutin. Mais l'enlèvement était si sensationnel qu'il a volé la vedette aux élections. Les 8 autres ravisseurs sont tous originaires d'Amérique latine. La police brésilienne investit la maison pour chercher Diniz. Sa famille attend avec angoisse de ses nouvelles. La police le découvre finalement dans sa cellule et le fait immédiatement sortir de la maison pour le placer sous observation médicale. Après 6 jours de séquestration, Abilio Diniz est libéré. Il est en état de choc, mais sain et sauf. Lorsqu'on a retrouvé la victime, elle était désorientée, affaiblie, et elle avait perdu la notion du jour et de la nuit. Nelson Guimarães, chef de la division anti-enlèvement de São Paulo. Abilio Diniz a passé 6 jours dans une cellule obscure, sous la cuisine. Il disposait d'un petit matelas et de WC portatifs. D'après lui, il était nourri 3 fois par jour, mais il était perturbé par la musique qu'il entendait continuellement à plein volume.
Les policiers interrogent leurs prisonniers. Ils découvrent que David Spencer, un défenseur des droits de l'homme canadien, a loué la maison sous un faux nom. Mais Christine Lamont et lui affirment qu'ils ignoraient que Diniz était séquestré sous leur toit. Les Canadiens ont participé activement à ce complot du début à la fin. Ils ont loué la voiture, la maison, et ils ont participé tous les deux à la garde de la victime. Ils ont joué un rôle de premier plan. La police fouille la maison où Diniz a été enfermé et découvre des preuves contre les deux Canadiens. Elle constate également qu'ils avaient tous deux de nombreuses fausses identités et des faux papiers. Malgré leur dénégation, le juge brésilien condamne David Spencer et Christine Lamont à 28 ans de prison chacun. À 3 ans d'écart et à plus de 5800 km de distance, lorsque l'explosion souffle le petit garage au Nicaragua, Interpol découvre des preuves au sujet des deux Canadiens qui surprennent tout le monde. Le lien entre le bunker et l'enlèvement de Diniz, c'était des objets personnels appartenant à Christine Lamont et à David Spencer. Et ces objets éveillaient plutôt les soupçons. Isabelle Vincent, responsable du service Amérique latine au journal Globe and Mail de Toronto. Christine et David disposaient de faux permis de conduire et de faux passeports pour couvrir leurs traces. Pour Nelson Guimarães, la cache d'armes nicaraguayenne balaie les doutes subsistants quant à leur culpabilité. J'aimerais dire aux gens qui pensent que ces ravisseurs étaient des défenseurs des droits de l'homme qu'ils se sont fait berner sur toute la ligne. En réalité, il s'agissait d'individus cruels qui volaient leur liberté à d'autres gens. Roméo Touma, qui était vice-président d'Interpol en Amérique latine au moment des faits et qui a enquêté sur le bunker de Managua, partage cet avis. Tous les documents, dont la plupart étaient faux, les passeports américains délivrés à des Canadiens, les fausses signatures, tout ça les reliait à l'organisation criminelle. Tandis que les services d'Interpol se lancent aux trousses de ces terroristes internationaux suite à l'explosion du bunker, ils découvrent que tous avaient obtenu asile auprès du gouvernement sandiniste. La plus grosse révélation issue de l'explosion du bunker a été le fait que ces groupes terroristes, venant de différents pays, travaillaient en fait ensemble et mettaient leurs ressources en commun, tant sur le plan financier que militaire. Ironie de l'histoire, les enquêteurs découvrent que c'est bien le mélange du C4 et des détonateurs qui a provoqué l'explosion fatidique. 6 personnes, dont le veilleur de nuit du garage de Managua, ont été jugées et condamnées pour des chefs d'accusation allant de l'atteinte au bien à la falsification. Eusebio Arsalos et Elvira González ont été jugés par contumace et condamnés, entre autres, comme étant des menaces à la sécurité nationale. Après avoir purgé 10 ans de prison au Brésil, David Spencer et Christine Lamont ont été extradés vers une prison canadienne et libérés 10 semaines plus tard. En de rares occasions, les services de police internationaux ont la possibilité de lever le voile sur les organisations terroristes. L'explosion de Managua a été l'une d'elles. Nous avons appris qu'il existait un grand nombre de professionnels, des ingénieurs, des architectes, qui s'étaient joints à ces groupes pour construire des bunkers, pour étudier la mise au point d'un enlèvement, etc. Il y a eu de nombreuses réunions de stratégie, et les documents saisis au Nicaragua ont jeté la lumière sur une bonne partie de ces activités. Roméo Touma d'Interpol remet toute cette affaire en perspective. Je crois que ce groupe a fourni l'exemple qui a conduit la police à améliorer ses méthodes
afin de réduire le nombre d'enlèvements. Après le 11 septembre, le terrorisme est devenu quelque chose que la communauté internationale ne peut plus accepter. Et Interpol va faire office de force de sécurité permanente. Et le Nicaragua est toujours un des 181 pays membres de l'OIPC.